Bonjour, je suis Roselina ici, épouse et mère de 3 merveilleux enfants. Depuis la naissance de mon fils aîné, grand est le nombre de fois où je me suis heurtée à différentes problématiques concernant l'éducation et la parentalité. De ce petit bout de chemin est néanmoins ce battement de cœur qui a mené à la naissance du concept Cotea. Cotea, c'est ce concept pour vous comme pour moi, à visée éducative et ludique. Cotea, c'est la quête aux différentes clés, aux différentes astuces, la découverte d'hommes et de femmes au parcours inspirant qui viendront ici sur ce plateau échanger avec nous sur des questions relatives à l'éducation et à la parentalité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit ceci: « Instruis l'enfant pendant qu'il est petit. C'est ainsi que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » C'est dans cet élan que nous allons vous présenter notre sujet du jour. Famille monoparentale, comment ça marche? Justement, c'est avec notre invité du jour que nous allons nous découvrir. C'est une femme brillante, une mère attentionnée, qui justement est concernée par le sujet du jour. Daisy Porcella, bonjour. Bonjour Roselyne. Comment ça va? Très très bien. Déjà merci beaucoup d'avoir accepté d'être présente, en tout cas sur ce plateau Cotea, pour nous parler d'un sujet très personnel en plus. Exactement. Mais très tabou dans nos sociétés malheureusement. Et ça, c'est important de percer l'abcès et de partager un peu les astuces pour plusieurs papas, pour plusieurs mamans qui sont heurtés à cette problématique-là, à ce problème récurrent de pouvoir gérer son enfant seul. Alors effectivement, il y a deux relations lorsqu'on est parent monoparental. Il y a la relation qu'on a avec l'autre parent et il y a la relation que l'enfant a avec l'autre parent. Et c'est des choses qu'il ne faut pas mêler en fait. Parce que moi je dis toujours que les enfants n'ont pas choisi d'être dans une situation où ils ne vont pas grandir avec maman et avec papa. Ça a été une décision qui a été prise par les adultes et donc l'enfant ne doit pas subir. Et la relation entre les parents peut être tumultueuse, peut être difficile parce que effectivement il y a des émotions qui sont là, il y a eu des blessures dans certains cas qui sont difficiles à guérir, mais cette relation-là ne doit pas entacher sur la relation que l'enfant a avec l'autre parent qui n'est pas forcément présent. Et donc moi ce que je pense c'est que il est important pour le parent qui garde l'enfant de ne jamais parler de façon négative de l'autre parent. Parce que ça va avoir un impact en fait sur la vie de l'enfant. L'enfant, pour lui, il idéalise son père et sa mère. Quand il va à l'école, il voit que les autres ont un papa et puis une maman. Donc déjà lui, quand il se rend compte qu'il ne vit que soit avec son père, soit avec sa mère, il se rend compte qu'il est différent des autres enfants et ça crée déjà là un petit bouleversement à l'intérieur de lui. Donc si avec ce bouleversement-là, déjà que lui ressent, on vient rajouter le poids de la relation tumultueuse qu'on peut avoir avec l'autre parent, imaginez un peu les conséquences sur l'enfant. Donc il faut être assez mature pour faire cette différence-là et ne pas séparer l'enfant de l'autre parent et ne pas parler négativement de l'autre parent à son enfant. Ah oui. Donc c'est un peu ça ce que je veux dire sur cette question. Et justement, moi je vais rebondir sur la notion de ne pas parler négativement de l'autre parent à l'enfant. Parce que je sais que très souvent, j'ai vu des parents parler à l'enfant, surtout quand ils étaient fâchés. « Toi, ton père, ce qu'il a fait, et mais tu l'as ta mère. » Et quand il s'agit d'un défaut, tu le fais mal comme ton père, hein, tu le fais mal comme ta mère. Alors déjà que l'enfant, bon, le parent absent n'est pas souvent là. Et généralement, on en veut un peu à la personne, au parent qui est absent en fait, que ce soit papa, que ce soit maman. On en veut un peu. L'enfant ne va pas forcément se dire oui, c'est de la faute à qui, s'il y en a un qui est parti, il ne se pose pas forcément la question. Il va demander, il y en a qui posent la question, mais le gros problème pour lui, c'est pourquoi est-ce que tu n'es pas là? Et après, l'autre problème, c'est, mais finalement, il représente quoi pour moi? L'image que ça donne, est-ce que c'est dans son système de pensée, c'est à moi, mon papa, c'est un modèle, mon papa. Voilà. Tous les enfants cherchent ça. J'ai tendance à dire souvent que le père, c'est un repère. Et donc, quand la maman traite souvent le père de « Ah, c'est un soulard, c'est un vaurien, c'est un voyou », il a toujours le mauvais rôle. Et finalement, pour l'enfant, il intègre ça comme ça. C'est clair.
C'est clair, il intègre ça comme ça, donc il peut y avoir en fait deux réactions de la part de l'enfant. Soit effectivement il y a le rejet total de l'autre parent, soit il y a toujours cet intérêt-là à vouloir découvrir réellement qui est l'autre parent et comment il est. Donc ce qui peut se passer, c'est que quand l'enfant va aller à la recherche de l'autre parent, s'il réalise que l'autre parent n'est pas comme ce que maman ou papa l'a défini, ben, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va se rebeller contre le parent qui lui a dit voilà, toi tu es comme ton père, tu es comme ta mère, alors que toi l'enfant tu réalises que c'est pas vrai. Donc il va t'en vouloir. C'est pour ça que c'est important d'éviter ça. La deuxième des choses aussi, c'est que l'enfant il est à la recherche finalement de son identité. Mais si on lui dit qu'une partie de son identité elle est négative, comment on fait pour avoir un enfant qui va être pleinement épanoui et qui va être en confiance de qui il est? Aujourd'hui, on parle beaucoup de confiance en soi, etc. Mais ça commence déjà à la base dans l'éducation. Si l'enfant pense qu'il a un côté de son identité qui est négatif, qui ressemble à son père ou à sa mère, qui n'est pas présent, qui a fait ceci, qui a fait du mal, qui n'est pas bien, qui est ceci, qui est cela, il va s'identifier aussi à un moment donné à ça. Et quand il s'identifie à ça, lui-même il intègre ça et finalement, sans le savoir, il va reproduire ce schéma-là quand il va être adulte. C'est pour ça que c'est important de semer des choses positives dans le cœur de l'enfant. Un enfant qui ne grandit pas avec son père et sa mère, c'est déjà un enfant à la base qui est déjà bouleversé, comme je l'ai dit tantôt. C'est déjà un enfant qui recherche un équilibre, qui va regarder forcément ce qui se passe ailleurs, beaucoup plus qu'un enfant qui vit avec ses deux grands-parents, ses deux parents. Pourquoi? Parce qu'il va se dire qu'il ne ressemble pas aux autres, il va se dire que chez lui c'est pas pareil. Et bien évidemment, il va revenir vers vous et vous poser des questions. Pourquoi on vit seulement tous les deux? Pourquoi est-ce que papa ou maman n'est pas présente? Donc il a une blessure profonde qui est déjà à l'intérieur de lui. Mais on ne peut pas arroser cette blessure-là de paroles négatives, parce que ça ne va faire que gangréner finalement cette blessure-là. Il faut absolument y mettre de l'amour, semer des paroles d'amour, semer des paroles, peu importe ce qu'on peut penser de l'autre parent. Et je sais que c'est très difficile, Roselyne, parce que bon, voilà, on est des êtres humains, quand on a été blessé, c'est difficile de guérir ces blessures-là. Mais il faut toujours penser que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ça, c'est la première des choses. On est chrétienne. On sait que, franchement, c'est le Seigneur qui nous a fait grâce d'avoir nos enfants. Mais quand il nous donne ces enfants-là, quelle est la mission qu'on a envers ces enfants? Pourquoi est-ce qu'il nous a confié à nous, le parent qui avons l'enfant, pourquoi est-ce qu'il nous a confié ces enfants-là? C'est pas pour en faire des adultes demain qui vont être blessés. C'est ça. Et parce qu'un adulte blessé, finalement, blesse. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Il faut faire fi parfois de sa propre douleur. Il faut faire fi de ses propres expériences négatives avec l'autre parent pour pouvoir élever nos enfants de façon équilibrée, dans la mesure où on le peut, bien évidemment, pour pouvoir accompagner nos enfants dans cette vie-là où il aura du mal peut-être à naviguer parce qu'il n'a pas eu ses deux parents. Voilà. Donc nous, on est là pour ça. Mais on n'est pas là pour parler du mal de l'autre parent. Il ne faut surtout pas faire ça. Moi, c'est ce que je préconise en tout cas, par expérience. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que du coup, l'enfant, il arrive des situations où finalement, quelques années plus tard, le parent absent revient beaucoup plus présent en fait dans la vie de l'enfant. Et quand l'enfant passe du temps avec lui, il va avoir cette image biaisée, complètement fausse de la personne en fait, du parent en fait, de cette autorité en fait parentale qui a été établie par Dieu, qu'on le veuille ou pas, qui est au-dessus de lui. Et ça, c'est quand même en fait complètement mauvais en fait. Tout à fait. Moi, je tiens quand même à saluer ton courage, parce que quand je te suis sur d'autres plateaux, tu te présentes vraiment comme une maman monoparentale en fait. Dans nos sociétés, on a honte de l'avouer, on a honte de l'assumer. Beaucoup de mamans, beaucoup de papas, enfin, dans plusieurs cas, on ne le dit pas haut et fort, on le vit, on ne veut pas forcément le présenter, on ne veut pas forcément
je veux dire, combattre ce beau combat, parce que pour moi c'est un beau combat de pouvoir en fait briser ce tabou pour permettre à des parents d'être épanouis en fait dans ce genre de situation. Et dans nos sociétés, on a tendance généralement à confier la garde de l'enfant à la maman, parce qu'on se dit que la maman, et elle a ce truc-là en fait, elle a cet instinct-là maternel de pouvoir mieux s'occuper de l'enfant que du père. Vous voyez, est-ce que tu penses que c'est, toi aussi tu penses que c'est vrai ça? Alors, premièrement, je vais revenir sur le fait que nos sociétés, justement, rendent tabou le fait d'être parent monoparental. Moi, je t'avoue effectivement que quand ça m'est arrivé, j'ai ressenti cette honte-là. Et à un moment donné, je me suis dit, à cette époque-là, donc je vivais au Canada, et moi je voyais donc une thérapeute qui m'aidait un peu à trouver des réponses à ce qui se passait dans ma vie parce que je ne comprenais pas trop. C'est pas ce que j'avais imaginé pour moi, et je pense que toutes les personnes finalement qui vivent une séparation et qui se retrouvent monoparentales, c'est pas ce dont ils ont rêvé. Et elle me disait tout le temps, mais tu n'es vraiment pas la seule en fait dans ce monde à vivre cette situation-là. Il y en a énormément de parents monoparentaux qui sont autour de toi et que tu ne vois pas. Elle me dit donc, enlève cette honte. Cette honte-là, elle est fausse, elle n'est pas vraie. Bon, pour nous, les chrétiens, elle me dit, c'est pas la vérité de Dieu. Dieu ne veut pas que tu vives dans la honte. Il veut que tu vives dans la lumière. Donc, il faut que tu trouves la force de te débarrasser de cette honte-là pour ensuite briller et demain, finalement, être peut-être un exemple pour d'autres femmes qui vivent la même situation que toi. Donc, oui, j'ai fait exprès, effectivement, lorsque je passe à la télévision, de toujours mentionner que je suis mère monoparentale parce que je sais que dans nos sociétés, c'est un tabou. Mais aujourd'hui, je suis mère monoparentale, mon fils va bien, au niveau professionnel, ça fonctionne bien. On a une belle relation, lui et moi. Il y a une belle relation aussi avec le papa. Il est en contact avec son papa. Je veux dire, aujourd'hui, je ne vois même pas pourquoi j'aurais honte. Je vois même pas pourquoi. C'est-à-dire, si quelqu'un demain vient me dire que oui, je suis une honte, c'est lui le problème. Exactement. Le problème ne vient pas de moi, le problème viendra de lui. Parce que moi, je connais mon identité. Parce que moi, je suis fière de ce que je suis aujourd'hui, de qui je suis aujourd'hui. La société, elle est composée de tout le monde. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu veux? Si je ne rentre pas dans la fameuse case, ça ne fait pas de moi une personne qui n'est pas bien. De quel droit quelqu'un va venir me juger? Donc sur ce point-là, franchement, pour ceux qui nous suivent, il faut enlever cette couche-là. Il faut enlever cette couche de honte que vous avez. Parce que vous êtes des reines, vous êtes des rois. Élever des enfants seuls, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on dit mère courage, père courage. C'est ça. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir réussir ça. Maintenant, est-ce que le père ou la mère est meilleur que l'autre? Je ne veux pas trop me prononcer là-dessus, Roselyne, parce que tout va dépendre des situations, tout va dépendre des affinités, tout va dépendre en fait de la responsabilité que la personne va prendre et va comprendre. Parce que tu as des parents qui ne vont pas comprendre que être intégré dans la vie de leur enfant, c'est capital. Peu importe la situation. Que l'enfant, finalement, ce dont il a besoin, c'est d'avoir un parent aimant à côté de lui. Peu importe là où il se trouve. Il peut se trouver dans les situations les plus catastrophiques, dans un endroit vraiment très ultra pauvre. Mais ce n'est pas ça que l'enfant regarde. Ce qu'il regarde, c'est son parent. C'est l'amour que le parent va lui donner. Donc si le papa n'est pas là, la mère, son rôle, c'est de lui donner de l'amour, de lui donner de la confiance en lui, de lui donner de la sécurité et de lui faire comprendre qu'il est aimé. Le père aussi, c'est la même chose. Si la mère n'est pas là, tant que le papa fait du mieux qu'il peut, il fait du mieux qu'il peut, il est présent pour ses enfants, il les conseille, il est là pour les devoirs, il les accompagne à faire je sais pas quoi, des courses, etc. L'enfant, c'est de ça dont il va se souvenir. C'est pas le matériel, c'est pas l'environnement et tout. C'est de voir son parent être constamment, être présent pour lui. Et ça, c'est la chose la plus importante à mon avis. Donc, un père peut être un très bon papa, un père monoparental peut être un très bon père pour ses filles, tu vois. Autant que la mère peut être aussi une très bonne mère pour les garçons. Ça dépend, quand on comprend la responsabilité d'être parent, les choses changent totalement, la relation avec l'enfant aussi va changer.
Donc là, ce que je comprends, c'est qu'au début, tu as eu du mal à l'accepter, parce qu'effectivement, on a des modèles dans la société. L'éducation, ça nous apprend en tant que femme à grandir. Tu fais des études, tu te maries, tu as papa, maman, le schéma, tu as les enfants. Ça, c'est un schéma qu'on nous apprend, en fait. Exactement. Dans l'éducation, c'est là, on ne va pas le retirer. La société, elle est faite comme ça, elle est faite comme ça. Et maintenant, dans la réalité, il y a plusieurs schémas qui se mettent sur notre route, et ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin. Il y a forcément un rebondissement, il y a une leçon en fait dans chaque schéma de vie, et c'est là qu'il faut récupérer ta leçon et demander en fait au Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans toutes les situations, qu'est-ce que tu fais. Là, dans ce cas-là, c'est en tant que maman, je suis seule, mais en réalité, je ne suis pas seule parce que j'ai le Seigneur avec moi. Exactement. Il m'a confié l'enfant, c'est le meilleur des conseillers, et avec lui, je vais occuper ma place comme il faut. Ça ne va pas être facile, mais ce n'est pas impossible. Exactement. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Je n'ai pas honte parce que, effectivement, Dieu fait de nous des femmes ô combien si merveilleuses. Donc, du coup, si je suis merveilleuse, donc j'ai la capacité, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir m'occuper de mon enfant. Et à ce moment-là, oui, je n'ai pas honte. J'assume ça. Et pareil pour un papa. C'est vrai que dans le schéma de la société, c'est l'homme fort. Tu ne pleures pas, tu ne montres pas tes émotions, tu es infaillible. C'est toi, Superman avec la cape et tout ça. Et c'est pas dans ton rôle de t'occuper d'un enfant, c'est à la femme. Donc, quand tu te retrouves seul, en jouant le rôle d'une femme, c'est un peu comme « Ah, ça c'est quelle qualité d'homme ?» Exactement. Mais non, c'est aussi sa mission, c'est le père, c'est le repère. Et lui aussi, il sert de canal pour justement emmener cet enfant qui a été confié par Dieu pour le propulser dans sa destinée prophétique. Il a un rôle important à jouer. Donc ça, c'est quand même important, effectivement, de le dire et de le redire. C'est vraiment important, Roselyne. C'est important de comprendre que on a une mission avec nos enfants. Et la mission, c'est de faire de ces enfants-là des futurs adultes qui vont connaître leur mission de vie sur cette terre, qui vont savoir pourquoi ils sont là et comment est-ce qu'ils peuvent impacter la vie d'autres personnes. Parce que c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir guérir finalement chaque membre d'une société et faire de notre société vraiment une société équilibrée où on a des gens qui sont heureux. Tu vois, on a tous un rôle à jouer. Et si nos enfants, on arrive à leur inculquer ça, peu importe les situations, parce que c'est aussi ça. La vie n'est pas parfaite. Et comme tu l'as dit, il y a plusieurs schémas de famille aujourd'hui. Bon, tu es dans un schéma qui n'est pas le schéma habituel. Mais ça ne fait pas de toi un enfant qui ne va pas réussir. C'est ça. Moi, au début, je me souviens, je me disais tout le temps, mais est-ce que mon enfant va être équilibré? Je me posais la question. Est-ce que mon fils va être équilibré? Et là, dans les prières et tout ça, le Seigneur, il me disait, mais pourquoi il ne serait pas équilibré? Puisque finalement, c'est moi qui te l'ai confié. C'est mon enfant à la base. Donc forcément, c'est un enfant qui va être équilibré si toi, tu fais le travail que tu as à faire sur toi et si tu lui donnes finalement tout l'amour dont il a besoin. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que je suis entourée que de frères, donc une famille de 4, je suis la seule fille et je n'ai que des frères. Et donc mes frères jouent aussi le rôle de papa pour le petit. Je vis avec mon papa, donc lui aussi il est présent. Donc il a vraiment des figures masculines. Et franchement, tout au long finalement de notre vie à tous les deux là, on a toujours été entourés de figures masculines positives. Et ce sont des personnes vers qui je pouvais me tourner quand j'avais de la difficulté ou quand je ne comprenais pas comment fonctionne un petit garçon. Finalement, je pouvais me retourner vers ces personnes-là pour poser des questions et eux, parfois, prenaient le relais. Voilà. Ou quand je me sentais un peu fatiguée, ben, eux prenaient le relais. Donc, oui, on a notre rôle à jouer en tant que parents. On n'est pas parents pour rien. On n'est pas parents pour rien. Et ça... il faut vraiment l'intégrer parce qu'une fois qu'on arrive à intégrer ça, ce qui se passe, c'est qu'on comprend mieux finalement comment la vie finit par se dérouler. C'est ça. Voilà. Et on accepte mieux certaines situations et on comprend qu'on doit être nous-mêmes épanouis pour que nos enfants soient épanouis. Voilà. En tout cas, Daisy, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous dire. Alors là, on va terminer avec la rubrique Solola. D'accord. Juste là, un mot de la fin pour cette rubrique. Un mot de la fin. Premièrement, je voulais te remercier de m'avoir donné cette opportunité-là de parler de ce sujet parce que pour moi, c'est un sujet que
qui est très proche de mon cœur. Parce que je suis dans cette situation-là et parce que depuis que je fais finalement le cœur des femmes et que je parle beaucoup finalement de ma situation en tant que mère monoparentale, il y a des femmes qui m'ont contactée pour me demander un peu comment elles font, qui m'ont expliqué un peu leurs difficultés en tant que maman monoparentale. Donc pour moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et j'aimerais dire donc à toutes ces mamans, tous ces papas aussi, parce qu'on n'oublie pas les papas, hein. La situation, on a parlé effectivement, on parle beaucoup de mamans monoparentales, mais effectivement, il y a aussi beaucoup de papas dans ce cas-là. Pas de tabou, pas de honte, ça ne sert à rien. Déjà, la honte même, ça ne sert à rien, parce que ça ne permet pas d'être épanoui, ça ne permet pas d'avancer. On avance, mais avec un poids sur les épaules, et ça veut dire qu'on n'avance pas de façon libre. Donc, pas de tabou. Pas de honte. Si quelqu'un vient vous pointer du doigt parce que vous êtes parent monoparental, le problème ne vient pas de vous, le problème vient de cette personne-là. C'est à elle de changer sa mentalité et d'accepter que vous faites partie de la société et qu'il y a des schémas différents qui existent. Et ça, vraiment, il faut intégrer ça vraiment dans votre système. Et la deuxième des choses que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord penser à l'enfant. Moi, dans mon cas, ça a toujours été, finalement, ma manière de voir les choses. L'enfant n'a jamais demandé à être dans cette situation-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour le mettre dans les meilleures conditions? Il faut d'abord penser à lui. Penser à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de bâtir une belle relation avec le parent qui n'est pas présent. Laisser l'enfant avoir sa relation avec l'autre parent. Le laisser s'épanouir dans sa relation avec l'autre parent parce que c'est une partie de son identité, c'est une partie de lui-même. Si il est complet avec l'autre parent, ça fera un enfant épanoui, ça fera un enfant qui va réussir dans la vie. Et ce qu'on veut en tant que parent, c'est de voir nos enfants réussir. Donc, de garde, vraiment, s'il vous plaît. Moi, je vous demande à tous ceux qui ont commencé à dire « Ah, ton père est ceci, ta mère est comme ceci, etc. » Il faut arrêter ces paroles-là. Parce que ce ne sont pas des paroles qui bénissent, mais ce sont des paroles qui maudissent. Et sur le long terme, ça risque de maudire finalement la vie de vos enfants sans que vous le sachiez. Voilà, c'est sur ces très très bons conseils que nous terminons notre rubrique solo là. Mais tout de suite, nous allons passer à une rubrique beaucoup plus fun, que vous connaissez certainement déjà, qui est la rubrique Ekoyebana. Tout de suite, dans notre rubrique Ekoyebana, on va découvrir Daisy sous un angle beaucoup plus sympa. Alors, on va lui demander de nous raconter une histoire, dans son rôle de mère, une histoire fun. Nous, on veut rire. Daisy, nous, on veut rire. C'est bon. Donc, Daisy va nous raconter une histoire drôle. Préparez vos côtes, ça va péter. Alors, merci Roselyne. Effectivement, j'ai une histoire qui est très drôle. Quand le petit, en fait, devait apprendre à faire pipi debout, moi, je savais pas que c'était pas inné finalement. Et je savais pas qu'il fallait lui apprendre à le faire. Et donc, je me souviens très bien, je l'ai mis devant les toilettes et puis je lui ai dit « Allez, vas-y, fais pipi debout ». Et là, il me regardait avec des grands yeux, il comprenait pas trop ce qui se passait. Et finalement, j'ai compris que il fallait lui apprendre à faire pipi debout, il fallait attraper sa petite zigounette là et tout. Et je suis allée sur Internet et j'ai tapé « Comment aider un garçon à faire pipi debout ». Et donc j'ai trouvé énormément de conseils. Il y en avait un notamment qui était pas mal drôle. Il fallait prendre en fait des cornflakes qui ont la forme un peu de pneus et les mettre finalement dans les toilettes et lui demander de viser. Donc on a fait, et le petit, ce qui était drôle, c'est qu'il se demandait en fait pourquoi il y avait des cornflakes. Normalement les cornflakes c'est dans un bol de lait, pourquoi il y avait des cornflakes dans les toilettes? Et je lui disais non mais c'est pour que tu puisses apprendre à faire pipi. Allez vas-y on vise. Et ça marchait au début puis après ça n'a pas marché. Ça allait dans tous les sens. J'en ai reçu un peu partout, dans les cheveux et tout ça. Donc voilà, donc ça c'était la partie drôle. Je pense que je vais toujours me souvenir de ces scènes-là parce que c'était quand même assez inédit. Voilà. Mais c'est là que le petit te finit en ton absence toutes les céréales dans les toilettes parce que tu l'as montré un exemple. Ah oui, effectivement. Donc ça c'est vraiment un souvenir que je vais jamais oublier. Et voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très fun. Mais voilà, côté A, c'est fini pour aujourd'hui. On a été sublimé, en tout cas au niveau de la mise en beauté, par Tinou Beauté. Oui. On a été habillé par la marque Émotion et accessoirisé par la marque Alexei. Voilà. Retrouvez-nous en tout cas sur toutes nos plateformes, YouTube, Instagram, Facebook. Et on vous donne rendez-vous au prochain numéro.
Au revoir. Bye bye tout le monde.